Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi le 8. Hein? On est le 8 avril. On est rendu à la 9e séance de ce cours Histoire du progressisme. Donc, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez l'entendre autant que moi, j'apprécie donner ce cours-là. J'aime vraiment beaucoup ça, aller jouer dans les paramètres de la compréhension du monde dans lequel on se trouve et de comprendre pourquoi on en est rendu là et c'est venu de qui, de quoi, de comment, qui a pensé à ça dans notre passé. Donc, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on s'est intéressé à M. Thomas Robert Malthus, un Britannique qui, en 1798, a publié un ouvrage très important dans lequel M. Malthus s'intéressait à une problématique qu'il avait identifiée en tant que chercheur et mathématicien, c'est-à-dire la croissance démographique. Donc, lui avait pris conscience que la population s'augmentait de plus en plus et qu'on aurait un problème de surpopulation à un moment donné. Et le problème pour lui, c'était pas tant qu'il y ait beaucoup de monde sur la planète, c'était plutôt que est-ce qu'on allait arriver à les nourrir, ces gens-là, compte tenu des moyens qu'on disposait à l'époque pour nourrir tous ces gens-là, c'est-à-dire les techniques agroalimentaires. Donc, évidemment, lui pose un problème. Maintenant, à tout problème, il y aura toujours des hommes pour trouver des solutions. Et le 19e siècle, c'est-à-dire les années 1900 à l'an 2000, c'est probablement un des siècles les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. J'aime beaucoup ce siècle-là parce que on voit paraître le génie de l'homme. Soit dit en passant, moi, je ne sépare pas le génie de l'homme de la grâce commune de Dieu. C'est-à-dire qu'à tout génie, il y a toujours une action divine derrière ça. Que ce soit chez un croyant ou un non-croyant, ça n'a pas d'importance. C'est que c'est Dieu qui donne à l'homme la science et la sagesse. C'est ce que nous répète le livre des Proverbes. Maintenant, science, sagesse, connaissance, savoir, habileté sont des moyens pour l'homme de se sortir de mauvaises situations, sauf qu'il y a une problématique que l'Écriture met beaucoup en lumière, c'est que même l'homme le plus sage, le plus habile, peut littéralement se perdre avec cette propre sagesse-là. On a juste à prendre l'exemple du roi Salomon, qui reçoit de Dieu un don exceptionnel d'une sagesse extraordinaire et ne peut faire autrement au bout de l'affaire que de se perdre avec. Donc, c'est pas parce que la chose par la grâce commune est donnée par Dieu qu'elle va produire que de bons fruits. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est intriguant. Si Dieu donne de la sagesse et de l'intelligence à des hommes et qu'ils se perdent avec, est-ce que Dieu n'est pas responsable des effets que produit ce qu'il donne à l'homme? Et pourquoi Dieu le donne à l'homme si l'homme se perd avec? Comprenez-vous, on peut rentrer dans une forêt de questions là-dessus, mais en réalité, la problématique n'est pas Dieu et ni la sagesse. Elle est dans le cœur de l'homme pécheur qui la reçoit. C'est toujours notre problème, c'est que l'homme est suffisamment pécheur pour confondre, pour corrompre tout ce que Dieu lui donne, même dans les meilleures intentions. Donc, c'est un peu dans cette lignée d'idées qu'on va poursuivre cette 9e séance ce soir. J'ai peut-être dit séance 8 tout à l'heure, ou non, j'ai dit jeudi 8, mais séance 9, effectivement. Donc, aujourd'hui, au menu, on va s'intéresser, on va regarder le progrès et le génie de l'homme, qui finit par éclipser la nécessité de la croyance en Dieu. Vous allez m'entendre dire ça à quelques reprises. C'est-à-dire qu'à mesure que l'homme perce les mystères de la nature, l'infiniment grand, mais l'infiniment petit, donc comprend des lois de la nature, et pas juste les comprendre, les maîtrise à un moment donné, ben c'est comme si il y a de moins en moins de mystères. Donc, moins de mystères, moins besoin d'un Dieu à qui on imputait la force des mystères. Maintenant, on se dit, bien, si on est capable de les comprendre par nous, par notre propre sagesse, Dieu est mis en périphérie de l'équation de la nécessité de son existence. Même le progrès et les meilleures intentions de l'homme n'arrivent pas à libérer l'homme du chaos perpétuel dans lequel il se trouve depuis la chute. Pourquoi je dis ça ici? C'est parce que, vous allez voir, je vais vous donner, je vais faire une liste d'innovations scientifiques et techniques dans cette
9e séance. Donc, on va regarder à quel point l'homme a vraiment découvert des choses phénoménales au 19e siècle. Et toutes ces choses ont été amenées, créées, voulues par l'homme en vue de, honnêtement, faire progresser l'humanité vers des jours meilleurs. Mais à chacune de ces grandes inventions-là, de ces grandes innovations qui sont très positives, il y a une facture de problèmes que ça amène aussi. Donc, le progrès engendre le chaos. Et on se rend bien compte que l'homme, même dans les meilleures intentions, n'arrive pas à libérer l'homme du chaos perpétuel dans lequel il se trouve depuis la chute. Donc le problème, c'est pas les inventions, c'est pas les découvertes, c'est pas la sagesse, c'est l'homme qui les corrompt de toutes les manières possibles. Le progrès, c'est bien au fond une initiative de l'homme pour s'affranchir du chaos dans lequel il se trouve, parce que comprenons bien que si on a voulu amener des progrès, c'est parce qu'au Moyen Âge, on se disait, ben, c'est pas idéal la situation dans laquelle on est, on a plein de problèmes, réglons-les, améliorons-nous, progressons. Donc, c'est pour ça que je dis, l'intention du progrès, c'était bien d'affranchir l'humanité d'un ensemble de chaos, mais plus l'homme trouve des solutions à ces chaos, à ces problèmes, ben, plus ces solutions-là produisent des nouvelles situations chaotiques. Et là, c'est là qu'on sent que l'homme est pris dans un cycle qui est difficile à expliquer autrement. Et moi, c'est pour ça que être croyant, ça répond à cette quête de sens. L'Écriture me dit, mais c'est parce que l'homme est pécheur, il corrompt tout. Donc, toute solution va devenir une nouvelle source, un nouveau vecteur de nouveaux problèmes. Évidemment, face à ce fléau potentiel de surpopulation qu'avait identifié M. Malthus, on assiste en parallèle au développement de nouvelles techniques de production agroalimentaire qu'on appelle la biochimie, là, grâce à des découvertes scientifiques dans le domaine de la chimie. C'est ce qu'on va faire au 19e siècle. On va commencer à développer une chimie extrêmement puissante, découverte des lois de la nature qui permettent d'aller jouer puis de modifier des affaires dans l'infiniment petit, là, de l'ADN des choses, là. Et là, ça devient très intéressant parce que avec des modifications, une manipulation de certains produits agroalimentaires, donc des semences, on commence à être capable de multiplier la production. Donc, si M. Malthus dit qu'il y a une croissance de la population démographique mondiale qui est dangereuse parce qu'on ne pourra pas nourrir tout ce monde-là, eh bien, imaginez-vous qu'il y a des gens qui disent « Oh, un instant, M. Malthus, nous, on a des solutions à ça. On va être capable d'y arriver. On va le régler. On va l'esquiver, ce problème-là. » Donc, ici encore, ce progrès est la source d'une nouvelle série de problèmes éthiques. Parce que quel est le projet que ces gens-là proposent? Ben, c'est de développer une surproduction alimentaire par la modification génétique des plantes. Et là, 19e siècle, c'est pas tout à fait là que ça commence. C'est au 20e, ça. Mais au 19e siècle, on trouve les clés pour comprendre comment fonctionne l'infiniment petit dans le monde des semences. Donc, on a développé donc des solutions qui ont amené des nouveaux problèmes, pour augmenter la performance de la production agroalimentaire. L'agriculture est entrée dans le monde qu'on dirait les biotechnologies, la modification des semences. J'ai saisi un article qui parle de ça pour le Canada. Dans les dernières années, je pense que ça fait 7-8 ans, cet article-là, qui disait « C'est ce que craignent les organisations environnementales qui ont déploré une fois de plus la suprématie des géants dans le monde des biotechnologies alimentaires, c'est-à-dire telles que Monsanto, qui met en vente des semences modifiées
Monsanto, c'est une grande entreprise située à Saint-Louis, aux États-Unis, qui, elle, a commencé à tripoter, comme on dit sous Québec, les semences, en modifiant certains éléments génétiques de la semence pour en faire un brevet et s'approprier la semence. Parce qu'il fut un temps où les semences n'avaient pas de droit de propriété, elles appartenaient à tout le monde. Donc, un fermier produisait des aliments, puis il pouvait lui-même générer les semences de ses propres aliments-là pour ensemencer ses champs dans les années suivantes. Mais à partir du moment où une entreprise se rend propriétaire d'une semence, et comment elle le fait? Ben, en faisant une modification. La modification dans la semence peut accélérer, donner une semence qui est beaucoup plus productive. Alors, Monsanto se dit, wow, mais ça appartient pas au collectif mondial. Ça nous appartient à nous, Monsanto. Donc, on a mis un brevet là-dessus. Cette semence-là, vous ne pouvez pas vous la procurer autrement qu'en nous l'achetant. Donc, on a créé une nouvelle dimension dans le monde agroalimentaire qui, d'une part, a réellement amélioré la force de la production alimentaire par toutes sortes de produits chimiques produits par des entreprises comme Monsanto et d'autres. Cependant, on a créé un nouveau problème. Et des semences dont près des 3/4 sont désormais des organismes génétiquement modifiés. On appelle ça des OGM, là. Donc, l'Association canadienne du commerce de semences craint cette dérive. D'après elle, les chiffres sont catégoriques. Sur les quelques 730 semences offertes aux agriculteurs canadiens, au cours des dernières années, on a découvert que pas moins de 530 des 730 avaient subi des transformations transgéniques. Je ne sais pas si vous voyez le problème, c'est que si on fait l'échelle historique, le déroulement ou le déboulement de l'affaire, c'est qu'un homme comme Malthus met en lumière un problème de surpopulation potentielle. Il se dit, on ne pourra pas nourrir tous ces gens-là. Maintenant, dans les décennies qui suivent M. Malthus, la chimie met la main sur des secrets extraordinaire de la nature et comprend comment on peut améliorer les conditions des agriculteurs, produire plus, donc pour régler le problème que M. Malthus identifiait, et tout à coup des capitalistes. Évidemment, des capitalistes se disent « Oui, mais il y a de l'argent à faire avec ça. » Donc, on crée des industries et on prend ces semences-là, puis on prend ces brevets-là, puis on commence à développer, puis à surdévelopper, puis à dire « Nous, on va solutionner la chose. » Et ça devient une façon pour des gens cupides de faire de l'argent avec ça. Donc, pour eux, et là, on le sait aujourd'hui, la Terre entière est contrôlée par ces 4 ou 5 ou 6 grandes industries agroalimentaires qui mettent la main sur à peu près tout ce qui existe. Nestlé en est une, mais il y en a d'autres. Donc, le secteur agroalimentaire est contrôlé par quelques grandes industries qui font dans la modification génétique. Pourquoi? Parce que ça permet de donner plus de performance au secteur agroalimentaire dans ce qui pousse dans les champs, mais ça permet de se rendre propriétaire de ce qu'on produit, des types de semences, donc de mettre des brevets partout et de nous vendre ça avec non pas l'intention de nous mettre le plus en santé possible, mais de mettre leur portefeuille d'action en meilleure santé possible. Donc, je suis en train de vous dire, en quelque sorte, bienvenue dans le merveilleux monde des innovations scientifiques et techniques. C'est ce qu'on va se décrire ce soir. Donc, tout ça commence au 19e siècle, merveilleux siècle de découvertes, d'euphorie de découvertes. Le progrès amène son lot d'inventions qui fait basculer la vie des gens du 19e siècle dans un monde de découvertes innovantes et surprenantes. J'ai souvent dit ça dans mes cours d'histoire, là, c'est que si vous êtes né à peu près au début du 19e siècle, là, mettons vers 1820, 1825, vous êtes né dans un monde où on se promenait encore à pied ou à cheval. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau à vapeur, presque pas encore. Donc,
tout se fait à la main encore. Et lorsque vous mourrez, si vous mourrez un siècle plus tard, en 1925, là, ça n'a plus aucun rapport. Les villes ne se ressemblent plus. Les moyens de transport ont envahi les rues partout. L'électricité, la lumière, les technologies. Puis pourtant, c'est juste en 1925. Il existait la radio, les ondes. Donc, ces hommes-là, ces femmes-là sont passés d'un monde à un autre en dedans d'une génération. Ils ont vécu toutes les transformations. C'est la seule génération qui a vécu autant de transformations sociales. Même sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan de la foi, c'est un monde de transformation radicale qui annonçait des améliorations pour de vrai. Donc, si vous étiez un homme ou une femme du 19e siècle, là, vous êtes probablement extrêmement optimiste. Vous voyez le monde meilleur se dérouler devant vous. Et si vous connaissez les philosophes du siècle d'avant, les Rousseau, Voltaire et autres, et tous les autres, les Britanniques aussi, les Allemands, tous ceux qui ont réfléchi, qui disaient qu'il faut aller vers un monde meilleur, si vous connaissez ces auteurs-là, vous dites, ben il y avait raison, et en plus, ça marche. On s'améliore. Donc, les innovations, innovation veut dire choses neuves du 19e siècle, on peut les départager en 4 grands secteurs. D'abord, technique et mécanique, ensuite, scientifique, ensuite, politique et quatrièmement, philosophique. Ils ne sont pas dans l'ordre. Hein? C'est pas que technique est arrivé avant scientifique. Là. Moi, je ne me suis pas tenu compte de l'ordre. C'est juste pour dire que ces secteurs-là, secteur technique, secteur scientifique, secteur politique, secteur philosophique, sont complètement transformés dans le 19e siècle. Donc, on passe de quelque chose à autre chose. Commençons par parler d'innovation technique en premier. Parce que les innovations techniques, c'est proche des gens, ça. C'est des nouvelles inventions, c'est des objets qui viennent modifier le quotidien de la vie des gens du 19e siècle de manière durable et positive. Pardon. Donc, aux yeux des hommes du 19e siècle, le progrès technique, là, il est vraiment réel. C'est pas dans le rêve, là. Ça change leur vie, ça améliore leurs conditions de vie, ça rend les gens très optimistes, et donc, on ne peut qu'imaginer un avenir rempli d'optimisme et de positivité. En d'autres mots, sky is the limit là, pour ces gens-là. Je vous nomme quelques-unes des grandes inventions. D'ailleurs, vous allez voir, c'est étonnant. C'est vraiment, vraiment étonnant à quel point l'homme met la main sur des affaires. Une des premières grandes inventions, celle-là, elle a été inventée avant le 19e, là, mais c'est au 19e siècle qu'elle trouve sa force, mais c'est l'invention de la machine à vapeur. Donc, d'être capable de produire par de la chaleur et de l'eau une pression dans une bouilloire qui crée une possibilité d'énergie qui peut faire fonctionner des machines. Donc, c'est un peu l'invention de la machine à vapeur va servir après ça dans le monde du transport, dans le monde de l'industrie, dans plein d'affaires dans le monde du transport, les bateaux notamment, parce que ça permet maintenant de ne plus être obligé de fonctionner à l'énergie du vent ou à l'énergie du bras de l'homme. Donc, on se crée un moyen énergétique ou énergique pour faire bouger des objets. C'est vraiment, vraiment innovateur, la machine à vapeur. C'est James Watt qui va inventer ça en 1769. Sauf que c'est vers les années 1800, à partir du 19e siècle, que ça prend vraiment une forme. Donc, notamment dans le monde du voyage en bateau. Les bateaux à vapeur permettent, notamment, on dit, une première liaison sur le fleuve de l'Hudson, ici, en Amérique, là, Canada, États-Unis, là, puis la région de New York. L'Hudson, en 1807, un premier steamer traverse aussi l'Atlantique en 1838. Donc, c'est la navigation intérieure et la navigation sur les grandes mers qui est améliorée. Bon, sur les grandes mers, vous le savez, pendant des millénaires, c'est les voiles et le vent qui décident. Donc, si on est un navigateur très habile, on peut traverser l'océan Atlantique. Ça prend quand même pas mal de temps au gré du vent. Sauf qu'à partir du moment où on invente la machine à vapeur et le moteur à vapeur, on n'a plus besoin de voile.
Et qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas, ça ne dérange plus. On est capable d'avancer toujours à une vitesse régulière, puis on est capable d'aller plus vite. Puis à mesure que les moteurs à vapeur se développent, on est capable de traverser l'Atlantique avec beaucoup plus de vitesse qu'avant. Donc, c'est la navigation sur les mers, les océans. Mais là où il y a vraiment un gros changement, c'est ce qu'on appelle la navigation intérieure. C'est-à-dire les cours d'eau où il n'y a pas nécessairement de vent, on est obligé de le faire à rame. Et là, le bateau à vapeur permet de circuler sur des rivières, sur des cours d'eau, sur des grands lacs, comme par exemple ce qui sépare l'Ontario des États-Unis, des grands lacs. Là, on peut traverser ça maintenant sans être obligé d'être assujetti juste à la force des vents. Donc, ça vient activer le monde du commerce, du transport de marchandises. On est capable maintenant d'avoir des moyens fiables de se transporter. Ça fait améliorer la condition des voyages également. Les gens peuvent voyager sur des bateaux beaucoup plus sûrs, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus confortables. Donc, bateau à vapeur, 1807-1838. C'est innovateur. Une autre innovation, il y en a tellement d'innovations, mais je vous nomme celles qui sont les plus intéressantes à savoir dans un cours comme ça. Vous avez un homme, un Allemand, qui s'appelle Karl Wilhelm Dreis von Söderbrunn. C'est vraiment un nom à coucher dehors, là, qu'il a, lui. Karl Wilhelm Dreis von Söderbrunn. Lui va inventer la bicyclette en 1813. Parce qu'on se donne des villes ou des endroits mieux pavés. Et lui va inventer une machine à 2 roues avec un pédalier. Vous connaissez ça, on a tous des bicyclettes. Et il va inventer ça et lui va améliorer le transport. Mine de rien, on peut faire des beaucoup plus grandes distances à bicyclette, même si les bicyclettes, les premières, n'avaient pas la rapidité, l'efficacité de celles qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, on est capable d'aller 2, 3 et 4 fois plus vite qu'une personne à pied avec ça. Ensuite arrive l'invention des chemins de fer. L'ingénieur anglais George Stephenson, inventeur en 1814 de la première locomotive à vapeur. Voyez-vous, on est toujours dans les dérivés de l'invention du moteur à vapeur. Dans les années 1825 à 1830, ça va vite, là. 1814, il invente la locomotive à vapeur. Et à peu près 15 ans plus tard, 15-20 ans après l'invention de Stephenson, les chemins de terre tapissent une grande partie de l'Europe. Et même ici en Amérique, on commence à faire des tronçons ferroviaires de Halifax, Montréal jusqu'à Vancouver. On travaille là-dessus. Donc, voyez-vous à quel point ça va vite, là. Écoutez, on est dans une locomotive, quelque chose qui produit sa propre énergie. Avant ça, ça prenait quelqu'un pour tirer une charrette, ça prenait des chevaux, des bêtes. C'était compliqué de voyager avec ça, il fallait arrêter souvent, les animaux devaient manger, ils ne pouvaient pas faire plus que tant de kilomètres par jour. Quand on invente le train, on invente une machine qui avance sans arrêt. Tant qu'on est capable de créer de la chaleur, de bouillir de l'eau, on est capable de créer la mouvance de l'objet et qui va voyager, évidemment, pas aux vitesses des TGV d'aujourd'hui, mais on multiplie de plusieurs fois la vitesse avec laquelle on peut se déplacer. La photographie en 1827, Nicéphore Niepce va inventer tout simplement des procédés de photographie. Les travaux c'est en 1765 à 1833 que ce monsieur-là vit, là, Nicéphore, mais les travaux vont être poursuivis par Louis Daguerre. 1887 à 1851, on commence à vraiment créer tout ce qui est du domaine de la photographie. Et ça, c'est innovateur parce que pendant des siècles et des millénaires, pour avoir un portrait de soi, il fallait engager un peintre qui vienne chez soi, puis que ça coûtait une fortune. Presque personne ne pouvait se payer ça, sinon les gens riches. Et une peinture, c'est toujours le mieux possible, alors que là, une photo, on est capable de reproduire votre visage exactement, même si c'est en noir et blanc. Et pour les gens, ça, c'est innovateur. Il y a même des gens qui croyaient qu'il y avait quelque chose de démoniaque là-dedans. C'est comme si... Comment c'est possible? Imaginez-vous quand ils ont inventé le cinéma, là.
puis que là, on voit des vrais êtres, c'est pas des dessins, c'est des gens qui bougent pour de vrai, là. Puis tu vois la personne bouger sur l'écran, puis elle est assise à côté de toi dans le cinéma, puis là, écoutez, c'est des inventions qui sont tellement fortes, puis tellement innovatrices, que c'est presque perturbant. Il y a l'électricité en 1831, Michel Faraday, et 1791 découvre l'induction électromagnétique. En fait, il est né en 1791, mais c'est en 1831 qu'il découvre l'induction électromagnétique, la création d'un courant dans un conducteur à partir d'un champ magnétique. Je n'en dis pas plus long, mais c'est rien que pour vous dire que l'électricité arrive à peu près à ce moment-là, 1831. L'invention du télégraphe aux États-Unis par Samuel Morse et Alfred Vail en 1837. Certains disent 1845, mais en tout cas, peu importe. Dans le 19e siècle, on invente une façon d'envoyer un message sur des grandes distances. Donc, c'est comme si on met fin à l'idée que pour envoyer un message, ça prend un homme à cheval et inventer la poste. Même la poste existe encore aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'envoyer un message à 200 ou 300 km, ça prenait des jours et des jours. Ça prenait quelqu'un qui y allait à cheval ou à pied. Samuel Morse, lui, invente un procédé, le télégraphe, qui permet d'encoder des signaux électriques ou électromagnétiques, c'est pas mon domaine, mais d'être capable d'encoder un message et de l'envoyer de façon à être capable de traduire le message beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les câbles télégraphiques. C'est vraiment intéressant comme invention, parce que là, ici, c'est... Tout à l'heure, on parlait des bateaux, des trains, c'était le transport, mais ici, la télégraphie ou les câbles télégraphiques, c'est les communications. C'est à l'origine de l'invention du téléphone et de l'invention d'Internet. Évidemment, on n'est pas encore dans le monde Internet, mais voyez-vous qu'ici, là, on est dans les racines des technologies qui vont faire qu'en progressant, en s'améliorant, on finit par être capable de se parler en direct sur Internet devant des écrans. Donc, le câble télégraphique, j'ai voulu soulever cette invention-là parce que, pour moi, c'est une des plus impressionnantes. Le 5 août 1858, à l'initiative d'un certain Cyrus Field et Charles Bright et John Brett, le premier câble transatlantique est posé sous mer entre Valence ou Valencia en Irlande, en Europe, jusqu'à Trinity Bay à Terre-Neuve, par deux navires. Il y a deux navires qui vont transporter d'énormes rouleaux de câbles. C'est un câble qui totalise 4200 km de long, un fil. Imaginez, là, on a créé un fil, un câble de 4200 km de long. Le câble, on le transportait sur d'énormes rouleaux. Les deux bateaux, c'était le Niagara et le Agamemnon. Et on va passer un câble sous la mer, de l'Angleterre à Terre-Neuve. Et grâce à ça, on va être capable d'envoyer des messages d'un continent à l'autre. Réalisez-vous le temps que ça prenait pour envoyer une lettre de l'Angleterre en Amérique avant. Pourquoi on a pris Valencia puis Trinity Bay? Ben, c'est parce que au niveau là, de l'Atlantique Nord, c'est les deux endroits qui sont les plus proches entre Amérique et Europe, là, si on veut. Donc, on a pris, si on veut, le chemin le plus court, 4200 km quand même. Mais maintenant, vous pouvez envoyer un courrier. Vous pouviez envoyer un courrier. Ça ne devait pas être gratuit, là, quand même. Ça devait coûter une fortune. Mais sauf qu'en quelques heures, votre message traverse. Et de Trinity Bay à Terre-Neuve, là, on avait d'autres systèmes qui faisaient qu'on pénétrait le reste de l'Amérique, encore une fois, par des câbles télégraphiques. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant comme moyen, là. Donc, 1858. Éventuellement, on va inventer le moteur à explosion également. Ça, c'est un dénommé M. Otto. C'est un Allemand OTTO. Ils n'ont pas auto dans le sens de voiture ici. Bien que l'origine ou l'invention de M. Otto, c'est ce qui permet de créer des automobiles. Mais pas rapport entre le nom du monsieur et l'automobile qui est AUTO. Mais lui va créer le moteur à explosion en 1876.
et va donner naissance à l'âge industriel de l'invention de l'automobile. Donc l'automobile va être beaucoup développée ici en Amérique. Entre les années 1830 et 1890, l'automobile prend tranquillement toute la place. De telle sorte que, vous savez, vous connaissez M. Henry Ford là, qui crée cette fameuse voiture, la Ford T, dans les années 1890, dans ce coin-là. En 1914, on dénombre 500 000 voitures déjà sur les routes en Occident. Et ça, c'est en 1914, avant la Première Guerre mondiale. Mais avant le début de la Seconde Guerre mondiale, il y a 50 millions de voitures déjà sur les routes. Et aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, des milliards, là. Mais voyez-vous la force de ces inventions-là. Maintenant, pour voyager d'une ville à l'autre, vous n'êtes même plus obligé de prendre le train, qui est déjà un excellent moyen. Vous pouvez acheter votre propre véhicule, vous déplacer avec ça, et ça va très, très vite. Parlant du train, au début du 18e siècle, les meilleurs systèmes de transport circulent à 8-10 km/h. Vous allez dire, ça n'allait pas si vite que ça, 10 km/h en train. Non, sauf que vous étiez confortablement assis et c'était 10 km/h non-stop. Et tranquillement, pas vite, on a augmenté ça à 15, à 20, à 25. Et aujourd'hui, on a des trains qui filent à 300 km/h. Imaginez. Autre invention phénoménale, c'est l'invention du téléphone. Cette invention, à la fin du 19e siècle, on parle aux alentours des années 1876, est généralement attribuée à l'inventeur et physicien américain d'origine britannique Alexander Graham Bell. Mais on prétend que le Congrès des États-Unis a reconnu en l'an 2002 l'antériorité sur Bell. Ce serait un dénommé Mercy qui aurait inventé plutôt le téléphone. Mais néanmoins, c'est phénoménal. Donc ici, non seulement on avait déjà créé les câbles télégraphiques, mais là maintenant, on est capable de vous visser un appareil dans le mur de chez vous et faire en sorte que votre voix se rende dans la maison, quelque part à quelques rues de chez vous, dans les villes. Et ça, évidemment, c'est inventé aux alentours dans les années 1800, mais c'est dans les années 1900 que ça va trouver vraiment son application pour un peu monsieur, madame, tout le monde qui sont capables de se le payer. Fait que c'est quand même très intéressant si on est dans les communications. Une autre invention, 1879, l'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison, qui peut paraître banale aujourd'hui. Des ampoules, on en a partout, mais il faut comprendre qu'avant ça, on s'éclairait avec du feu. Le feu était vecteur d'énormément de grands incendies. On peut parler celui de Londres, celui de Chicago qui ont eu lieu. Alors, lui va résoudre ce problème-là. L'ampoule électrique, ça ne pogne pas en feu. Ça éclaire très fort. C'est très, très stable. Et puis, zéro danger, ou presque. Et puis, on est capable de s'installer ça dans nos maisons. Donc, on élimine de la pollution parce que du feu, ça brûle. Ça crée de la boucane dans les maisons, les chandelles. Donc, tout à coup, l'invention de l'ampoule, ça ne fait pas juste donner de l'éclairage, ça change le mode de vie. Dans un monde où il n'y a pas d'électricité et qu'il n'y a pas d'ampoule, on se couche de bonne heure. On peut s'éclairer un peu à la chandelle le soir pour veiller un peu, mais on ne veille pas tard avec ça, là. C'est le jour, quand il y a de la lumière, qu'on fait quelque chose, alors que l'ampoule électrique vient complètement modifier la vie des gens. Partout où l'électricité est installée, on se crée une vie nocturne maintenant. Donc, ça vient complètement chambarder la vie des gens, ce genre d'affaires-là. 1890, une autre invention, l'aviation. Clément Ader crée le premier avion, 1890. En 1895, les Frères Lumière vont créer ce qu'on appelle tous les appareils pouvant faire du cinéma. Donc, et là, je vous ai nommé quelques-unes des inventions, mais il y en a plus que ça. Mais c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur de 40-50 ans au 19e siècle, il y a toutes ces nouvelles affaires-là qui apparaissent et chacune d'entre elles vient complètement changer la façon de vivre des gens de façon radicale
et pour toujours. Et dans l'entendement de ceux qui subissent ces changements-là, je dis qu'ils les subissent, mais pour leur bien, ben le monde va mieux. C'est pas un siècle de grande guerre, le 19e siècle. Là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais on pense pas au 19e siècle comme un siècle de guerre, mais comme un siècle d'invention, de créativité et d'intelligence pour le meilleur de l'homme. Donc, toutes ces innovations techniques alimentent le monde industriel et fait naître ce qu'on appelle, il y avait des révolutions industrielles, c'est-à-dire que là, comprenez-vous que la lumière, l'électricité, les moteurs, ça vient réveiller le monde de l'industrie. Et là, bien évidemment, des usines se bâtissent partout en Occident et même ailleurs dans le monde. Et là, on peut fabriquer des objets. Et tout ça, ça fait bâtir une nouvelle forme d'économie capitaliste. Le capitalisme existe déjà, mais je veux dire, ici, là, il est profondément stimulé parce que tout ce qui existe de nouveau peut vous rendre riche. Vous pouvez être un des inventeurs, vous pouvez saisir une des inventions qui a été faite et vous aussi inventer un produit dérivé et faire fortune avec ça. Donc là, ici, on est dans le monde de la valeur ajoutée, la plus-value. C'est pour ça que ça va brasser des idées, parce que le monde du développement industriel grâce aux innovations, ça vient réveiller tout le reste. Donc les avancées techniques produisent de la richesse et la richesse améliore le confort. Les réseaux de communication et de transport décuplent la capacité de voyager de telle sorte que les régions de la planète jadis qui étaient fort éloignées apparaissent désormais comme plus aisément atteignables. Ben oui, parce que maintenant, vous pouvez aller partout. Les bateaux, les trains, les avions, la planète qui semblait si énorme, là, c'était pas possible de penser pouvoir aller en Chine. Là, tout à coup, tu dis, ben, on pourrait aller en Chine. Même les gens du 19e siècle, il y a beaucoup de missionnaires en Angleterre. Puis là, pour nous qui sommes chrétiens, on connaît cette histoire des grands missionnaires du 19e siècle. Et beaucoup d'évangélisation qui se fait. Puis on se dit, mais pourquoi ce siècle-là? Ben, c'est parce que ce siècle-là a permis, par des moyens de transport facile, beaucoup plus facile, de pouvoir se rendre partout. Donc, on a ces histoires des missionnaires qui vont en Inde, en Afrique, qui vont en Chine, qui vont partout dans le monde porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, c'est ça, le 19e siècle. Donc, c'est un siècle béni parce que tout le monde profite, évidemment, de ces grandes inventions-là. La deuxième catégorie d'innovation, ce sont les innovations scientifiques. Scientifique, c'est quel épanouissement pour l'humanité que de commencer à découvrir les lois de la physique qui régissent l'univers et la matière. Donc, entre innovation technique et scientifique, il y a quand même une différence. La science, elle, c'est la compréhension des mécanismes par la recherche, la curiosité, alors que les innovations techniques, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces trouvailles scientifiques-là? Comment on peut transformer ça en objet de consommation pour faciliter la vie des humains. Donc, c'est pour ça que les innovations scientifiques, c'est un épanouissement pour l'humanité, parce qu'on commence à découvrir les lois de la nature qui régissent l'univers, qui régissent la matière. C'est comme découvrir les codes secrets, menant vers les plus fabuleux trésors de la connaissance scientifique. Devant ces découvertes étonnantes, l'homme se sent devenir maître du monde qui l'habite. Capable désormais de mieux comprendre ses lois et ses mécanismes sans recourir à des concepts métaphysiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par sans recourir à des concepts métaphysiques? Ben, c'est que pendant des millénaires, tout ce qu'on ne comprenait pas, on se disait que puisque la chose est incomprenable, c'est qu'elle est du domaine divin. Donc, c'est Dieu qui fait arriver les choses qu'on ne comprend pas. Mais ici, là, comprenez que quand l'homme commence à les comprendre, les mécanismes, il se dit, OK, mais donc c'est pas divin, c'est de la physique. Ça se comprend. C'est des mathématiques. Ça se calcule. Ça s'observe. Et là, vous voyez un peu le mouvement qui amène des gens à dire, ben Dieu, c'est bien beau, Dieu, mais on en a moins besoin, là. En tout cas, on n'a pas besoin d'avoir recours à quelque chose qui est métaphysique au-delà de la physique, donc du domaine du mystère divin. Donc maintenant, on est dans un monde physique, et là, écoutez, vous voyez ouvrir une brèche ici, là, physique veut dire également un monde matérialiste.
Donc, pas matérialiste dans le sens de posséder des choses matérielles, mais matérialiste dans le sens que c'est matériel, c'est physique, ça se comprend, c'est plus flou, c'est plus métaphysique. Donc, non seulement le 19e siècle est celui d'une panoplie de nouvelles machines, mais c'est aussi celui où on apprend à maîtriser, par la découverte scientifique, des substances, des fluides, des ondes, des courants, des forces, jusque-là impossibles de manipuler. Maîtriser ces forces, c'est en quelque sorte les soumettre à l'homme pour qu'il en dispose en vue du progrès de l'humanité. Je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire, là. Pour différencier ça des innovations techniques. Ces innovations scientifiques-là, c'est mettre la main sur un mystère, sur une force, sur un fluide quelconque, et de se dire, OK, non seulement on le comprend, mais on est capable de l'utiliser. Par exemple, les gaz, la dilatation des gaz. Travaux de Guy Lusac sur la dilatation des gaz. On commence à comprendre la constitution moléculaire des gaz. C'est qu'on commence à jouer dans la chimie des choses, l'infiniment petit. En 1824, la découverte des lois de la thermodynamique avec Sadi Carnot pose les bases des lois de la thermodynamique. Donc ici, on est dans le monde de la physique, là, puis l'astrophysique et tout ça, puis on commence à comprendre comment fonctionnent là, des lois là-dedans, la gravité, puis tout ça, là, puis comment ça marche. Et là ça, c'est pas des bébelles, là, c'est des calculs, donc on est dans la pure science. On découvre la vitesse de la lumière en 1829. Hey, 1829, c'est loin, là. C'est M. Fizeau qui découvre ça. Il découvre que la lumière, c'est pas juste quelque chose qui éclaire, c'est quelque chose qui voyage 300 000 km/s. OK, on dit, oh, attends une minute, la lumière, c'est quelque chose qui se maîtrise. L'analyse spectrale, invention et analyse spectrale 1859 par M. Kirchhoff et Bunsen. Analyse spectrale, concept de la sélection naturelle, Charles Darwin qui met la main sur une certaine compréhension de la sélection naturelle, comment ça marche. Et comme on a dit la semaine dernière, on en reparlera un petit peu encore la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a découvert, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est une vraie découverte intéressante, et qu'est-ce qui est du domaine de la spéculation. Mais néanmoins, on comprend comment fonctionnent certains mécanismes de la nature à travers les ouvrages de Darwin. Théorie électromagnétique de la lumière en 1864 par M. Maxwell. Théorie électromagnétique, une autre affaire importante. Classification périodique par Mendeleïev en 1869. Les éléments du tableau, là, ceux qui ont fait de la chimie, tout ça, ben, c'est là que ça s'est passé, 1869. La découverte du rayon X en 1895 par Röntgen. La radioactivité de l'uranium par M. Becquerel. Le radium en 1899 par Pierre et Marie Curie, qui sont bien connus dans le monde francophone. Et là, je pourrais vous donner un paquet d'affaires là, qui sont du domaine des substances, des ondes, des fluides, comment on maîtrise l'électricité également, comment on arrive à être capable d'utiliser ces forces-là de la nature et de les faire, de faire en sorte qu'on puisse les maîtriser et les utiliser. Ça, c'est sans compter le perfectionnement des microscopes. T'sais, on est capable d'observer l'infiniment petit, mais de plus en plus, jusqu'aux grands, les grands appareils électroniques d'aujourd'hui, les télescopes, les microscopes. On est capable de voir tellement loin dans les deux directions. Donc, il ne semble pas y avoir de limite au progrès scientifique au 19e siècle. L'homme comprend des lois et manipule des forces qui échappaient jusqu'alors à son intelligence et son contrôle, comme si la nature avait enfin décidé de livrer tous ses secrets. Puis c'est vrai que ça ressemble à ça. C'est comme s'il n'y a plus rien qui résiste à l'intelligence de l'homme au 19e siècle. L'homme perce tout. L'homme ne se sent plus dépassé par la nature, mais découvre qu'il peut la dépasser lui-même. Il peut la maîtriser et utiliser ses forces pour son avantage. Dans un monde que l'on ne comprenait pas, jadis, Dieu devenait la raison de tous les mystères. Mais à partir du moment où on perce les mystères de la nature, ben pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, Dieu
Dieu est moins nécessaire dans l'équation, si on veut. Le progrès, bien que souhaitable et admirable, en même temps, tous ces progrès-là qui sont admirables et géniaux, ben, vont créer une nouvelle série de pièges pour l'homme qui vont produire, j'appelle ça des cercles infernaux, des cycles infernaux, comme par exemple surproduction industrielle par l'exploitation des ressources naturelles sans limite. Évidemment, on invente des moteurs, on invente des machines, on invente des bébelles, ça prend de l'énergie, on découvre la force du pétrole, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On fait de l'essence, donc les entreprises ont besoin d'avoir de l'énergie, ont besoin, comprenez-vous, ça réveille le monde de l'industrie, et le monde de l'industrie réveille le monde du capitalisme, comment faire de l'argent avec tout ça. Donc, on crée de la surproduction industrielle par l'exploitation de ressources naturelles. Donc, c'est comme si on vous disait, vous voulez une automobile pour vous déplacer, c'est très, très bien. La surproduction vous dit, une, c'est pas assez, deux, c'est mieux. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, on ne se contente plus de posséder des objets, on veut en posséder beaucoup et en surnombre. Un autre problème que ça provoque, le cycle infernal du progrès au 19e siècle, ben, c'est la surconsommation de produits de consommation qui produisent des déchets à l'infini. Donc, si ça nous prend 2 puis 3 voitures, puis des grandes maisons avec plein d'objets de confort, puis c'est vrai dans tous les domaines, on surconsomme. Donc, en surconsommant, on produit des déchets. Et la surconsommation veut aussi qu'on produise, qu'on développe un autre problème industriel qui est celui de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. On est en plein dedans aujourd'hui. On vous vend une laveuse à linge avec une sécheuse. On achète toujours ça en couple, là, ces deux objets-là. Elles ont une durée de vie qui est programmée pour qu'au bout de 5, 6, 7 ans, elles brisent. On ne veut pas que vous vendez quelque chose qui va durer un siècle. On veut vous vendre quelque chose qui ne dure pas longtemps parce qu'on veut vous en vendre un autre dans 5 ans. Donc, on vous fait entrer dans un cycle infernal de consommation et votre vieille laveuse devient un déchet dont il faut se débarrasser. Mais à la fois, vous avez aujourd'hui des écologistes qui disent non, il faut arrêter de polluer la planète, de créer des déchets. Donc, vous avez ce discours-là très, très fort dans nos gouvernements et les médias. Mais en même temps, nos médias et nos gouvernements soutiennent une industrie qui produit des objets qui sont vite obsolètes. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'obsolescence programmée. Donc, on est dans un monde qui est complètement utopique. On fait les deux. L'un combat l'autre, mais les deux, on les garde. Parce qu'on ne peut pas créer des machines qui vont durer 50 ans. Si on fait ça, l'industrie tombe à terre. Mais on pollue moins. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire depuis le début. L'homme veut vraiment bien faire en améliorant ses conditions de vie, mais plus il le fait, plus il s'embourbe. Il y a également la multiplication des transports. On a inventé le moteur à vapeur, c'est bien. On invente le moteur à explosion à essence. Et ça fait qu'on invente l'automobile. Et là, tout le monde a des automobiles. Fait qu'on émet des gaz à effet de serre, les bateaux, les avions, tous les moyens de transport, les grandes entreprises également qui sont émettrices de déchets de toutes sortes dans l'atmosphère. Donc, on crée des systèmes polluants qui procèdent à la dégradation des écosystèmes planétaires. Donc, encore là, on est dans un cycle infernal où on ne s'en sort pas. Et la surpopulation par l'amélioration des conditions des gènes de santé, également, je l'ai expliqué, je ne le redirai pas avec les mêmes pressions que la semaine passée, mais si on a passé l'espérance de vie de 40 ans à peu près, il y a 2-3 siècles, à 80 ans aujourd'hui, et que on a réussi à régler les problèmes de maladies infantiles, donc les enfants naissent et ne meurent pas, et la plupart des gens ne meurent pas de cancer, on arrive aujourd'hui à les traiter quand c'est prêt à temps, ben, on s'est donné des solutions innovantes et bonnes qui finissent par créer une population en santé qui vit plus longtemps, qui consomme plus, qui surconsomme plus. Donc, on est encore dans un cycle un peu infernal du progrès
produit de l'abondance qui, lui, produit du chaos. C'est un peu comme si le progrès de l'humanité devenait le pire cauchemar de l'homme. Voilà qu'en toute finalité, n'ayant pas d'autre solution que la mort pour diminuer les impacts, ben, la mort est devenue l'ultime moyen de solutionner les dérives progressistes. Donc, vous voyez, à partir du moment où ça va tellement bien, puis ça améliore tellement, puis qu'il y a toute une nouvelle série de problèmes et de chaos qui sont créés, ben c'est là qu'on commence à parler d'avortement dans un monde comme ça. Il faut que moins de monde naisse. En tout cas, il ne faut pas que des gens pas utiles à la société, donc des enfants issus de familles dysfonctionnelles ou des enfants malades ou des enfants de trop. Il ne faut pas avoir trop de bouche à nourrir, il ne faut pas avoir trop de soins à apporter. C'est pas payant. Ça ne fait que coûter à la société. Donc, culture de mort, 50 quelques millions d'avortements par année. Et là, comme on a dit la semaine passée, l'euthanasie qui en ce moment est présentée sous la beauté de la chose, mourir dans la dignité. Moi, ce que je redoute avec l'euthanasie, c'est pas tellement ce qui se passe en ce moment, ce sont les portes que ça pourrait ouvrir dans je ne sais pas combien d'années, mais la décision que nos gouvernements ne financent plus les soins de santé dépassés tel âge. Là, paniquons pas, là, c'est pas le cas en ce moment, mais tranquillement, ça va glisser vers ça. Les compagnies d'assurance qui ne voudront plus assurer les gens dépassés un certain âge, c'est pas rentable. Donc, comment on fait pour vouloir vivre plus longtemps, mais en réalisant que vivre plus longtemps est aussi un problème? Et j'entendais, il y a 2-3 ans, un article dans lequel on disait les gens prenaient leur retraite vers 60-65 ans, mais ils mouraient à 70 ans. Fait que pour les entreprises, on continuait à donner des rentes aux retraités, sauf que s'ils meurent à 90 ans, là, de 60 à 90 ans, il faut payer les gens pendant 30 ans, alors qu'ils ont donné 25 ans de leur vie à l'entreprise. Donc, l'amélioration des conditions de vie, ça amène un problème. Donc, c'est pour ça qu'on entre dans une période de l'humanité qu'on appelle souvent culture de mort. Par culture de mort, nous n'entendons pas que l'homme veut tuer d'autres hommes de façon intrusive, là. Donc, par culture de mort, nous n'entendons pas que l'homme, dans sa condition humaniste et athée, Attendez, je vais relire ça. Par culture de mort, nous entendons que l'homme, dans sa condition humaniste et athée, ne considère plus la préciosité de la vie comme étant sacrée. Ce que le christianisme et l'Écriture accordaient à la vie humaine, c'est une valeur sacrée. Mais si vous avez mis Dieu hors de l'équation, la vie n'est plus sacrée. Le corps n'est plus sacré. Donc, on peut jouer avec, on peut le transformer, on peut le mutiler, on peut le tatouer, on peut le percer, on peut mal le traiter, on peut le changer d'un genre sexuel à l'autre. Donc, c'est plus important. Donc, l'homme décide qu'il n'appartient plus à Dieu, donc il décide d'être son propre Dieu pour lui-même et de faire ce qui lui semble bon avec lui-même. Donc, voilà tout le problème dans lequel l'homme moderne et postmoderne est placé. Dans cette vision des choses, l'homme devient un objet. Il devient un objet au même titre que tout autre objet de consommation ou de tout autre objet commercialisable. L'homme et son existence est rabaissé au niveau d'une marchandise dont la valeur s'évalue au prix du marché, le capitalisme. Donc, on a aboli l'esclavage, mais on a créé d'autres formes d'esclavage, en quelque sorte. La valeur de la vie d'un homme est proportionnelle, au fond, à sa rentabilité. Vous voyez, ce sont tous les problèmes maintenant de l'humanité dans laquelle on se trouve, la désacralisation de la vie, et c'est terrible, là, tout ce que ça va amener comme conséquence sur la vie des humains. Je voulais vous amener un texte biblique là-dessus, avant d'en arriver à la conclusion. Parce que quand on entend un discours comme celui que j'ai, ça peut faire peur. Vous pouvez dire, oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, écoutez, ce qu'il faut absolument savoir, nous, comme croyants, c'est que le Proverbe 19, 21 le dit, et il le dit à sa façon, ce que beaucoup d'autres textes le disent de d'autres façons, mais ça revient toujours à la même chose. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, moi, pendant des années, tout ça, ça me faisait un peu paniquer. Quand je regardais là, vers où ça s'en va, là, puis toute la folie qui environne ce monde, puis les idées qui sont en libre circulation aujourd'hui, puis tout ça, puis on se dit, ben ma foi, comment on doit agir, nous, comme croyants, dans un milieu comme ça? Ben, écoutez, le meilleur conseil qu'on peut se donner, puis c'est celui que je me donne, c'est d'abord de ne pas paniquer, et ensuite de ne pas réagir avec des émotions et des humeurs qui sont négatives, puisque l'Écriture nous révèle que ça ne se terminera pas comme l'homme le veut. Ça va se terminer au moment où Dieu va en avoir décidé, puisqu'il est souverain, et la finalité de ce monde repose entre ses mains. Donc, si ce monde se perd, c'est parce que Dieu a livré ce monde à lui-même. Maintenant, vous et moi qui sommes croyants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de redresser ce monde-là par toutes sortes de moyens qui sont révolutionnaires ou politiques ou en gueulant nos humeurs sur Facebook puis nos désaccords? Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous tournez en rond, vous ne servez à rien. Ce qui va servir à quelque chose, c'est l'Évangile. C'est que Dieu nous donne des opportunités de présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Et si vous écoutez ce cours et que c'est pas clair pour vous, ben moi, je vous encourage à prendre un temps avec ce Dieu que peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui, lui, vous sauve des détresses de cette vie, qui vous donne et qui vous promet une vie éternelle en lui, pour une raison vraiment simple, c'est qu'en Jésus-Christ, le péché du monde entier a été payé par lui. Donc, ça signifie que vous avez simplement à vous confier en lui, lui donner votre vie. Je sais que on va parler de est-ce qu'on lui donne notre vie, est-ce que Dieu... Je m'en fous de la dimension, de la forme du discours qu'on prend. L'idée, c'est que confiez-lui votre vie pour votre salut et trouvez en lui l'espoir d'un monde nouveau en lui, parce que dans ce monde-ci, on l'a vu là, au cours de cette séance, malgré les meilleures et les plus bienfaisantes idées des hommes qui ont vraiment, honnêtement et intentionnellement voulu améliorer ce monde, ben, les améliorations ont été des vecteurs de chaos. Donc, on est dans un monde qui s'en sortira jamais. Puis c'est pas par négativité qu'on le dit, c'est parce que c'est un constat qui saute à la vue dès qu'on s'approche pour essayer de le remarquer. Donc, on va s'interrompre là-dessus ce matin. Que Dieu vous bénisse tout le monde. On va se revoir jeudi prochain pour la suite. Et la suite, la semaine prochaine, on va terminer le 19e siècle et on va entrer dans le 20e et comprendre de plus en plus, on va s'approcher de notre temps à nous qui sommes au 21e siècle. Donc, que Dieu vous bénisse et d'ici là, ben, portez-vous bien.